Y a pas Glenn Close. Y a pas Glenn Close. Remarque, vous savez, je dis ça comme une blague évidemment, mais le fait qu'elle était apparemment impliquée dans le projet, qu'elle ait refusé le rôle pour des raisons compréhensibles, mais qu'elle ait laissé passer le fait qu'on prenne une actrice 3 fois trop jeune pour le rôle, je trouve que c'est pas mal révélateur de la production du film. Cruella, réalisé par un mec talentueux que Disney a collé sur un projet à 100 millions de dollars pour se donner une bonne image de studio qui encourage les indépendants tout en tenant la production en laisse, ironique pour ce film, qui est accessoirement la 3e tentative de réadaptation live d'un de leurs méchants classiques après 2 immenses daubes fumantes massacrant un personnage immensément classe à la base pour en faire un gentil vivant une tragédie de merde. Spoiler, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Et enfin préquel, et j'insiste, préquel au 101 Dalmatien. Je vais assumer que tout le monde a vu le film original. Bon, pour remettre un peu les choses dans leur contexte, je n'ai pas vu tous les remakes live de Disney de ces 10 dernières années. Essentiellement parce que j'ai beaucoup mieux à foutre de mon temps. Dans le lot, je suis donc tombé sur le Alice de Burton dont on reparlera probablement un jour, Maléfique et sa suite que je me retiens de décrire avec une insulte à chaque phrase, et Aladdin. Je vous laisse donc deviner que je n'étais pas très motivé pour voir une nouvelle catastrophe sur pellicule. Mais bon, étant ouvert à l'idée folle qu'un de ces projets à la con puisse aboutir un jour, je me suis déplacé dans la salle. Ça va être compliqué. Le film nous raconte l'histoire de la jeune Estella, une enfant très turbulente qui, après avoir perdu sa mère, va faire la rencontre d'Horace et de Jasper. Stop! Ok, on va commencer par là puisque le résumé me le met sous le nez. Le fanservice débile n'a jamais atteint un seuil aussi critique. Ouais, elle va rencontrer la baronne qui va la prendre sous son aile, mais va se révéler être une méchante et du coup elle va chercher à se venger tout en essayant de se faire une place dans le monde des stylistes et va apprendre à la fin que c'est pas gentil d'être méchant et que la famille c'est mieux et blablabla, on s'en fout. Ce film, en tant que préquel d'une saga, a exactement les mêmes problèmes que Solo, à savoir le fameux coup du « Hey, si on expliquait chaque micro-détail du personnage original, même celui dont tout le monde se fout ou qui avait un sens narrativement à ne pas être expliqué ». Parce que la double couleur de cheveux ne peut pas être une teinture évocatrice du caractère terne et cadavérique du personnage. Non, il faut que ce soit la représentation de la double personnalité du personnage inventé pour le film qui justifie son sale caractère du premier film alors même que tout le scénario ici tourne autour du fait de l'humaniser. Parce qu'elle ne peut pas avoir une panthère et un manoir car ça évoque sa richesse et ses business sordides en la rapprochant de l'attirail typique d'une mafieuse. Mais non ma bonne dame, elle doit avoir acquis tout ce qu'elle possède dans le préquel. Parce que laisser les gens imaginer et interpréter le film original c'est pas humain. Et enfin parce que Jasper et Horace ne peuvent pas être de simples sbires que Cruella engage pour faire le sale boulot à sa place. Non, il faut leur inventer un passé commun, comme quoi ils l'ont recueilli, qu'elle est devenue elle-même une voleuse pour justifier son statut de méchante, ce qui au passage ne marche pas du tout, et qu'elle est un arc personnel où elle doit apprendre à ne pas devenir une connasse égocentrique qui les traite comme de la merde parce que c'est sa vraie famille après tout. Ok, je commence par quoi? De 1, c'est le genre de démarches stupides et inutiles qui ont fait de Solo et de Maléfique des flops critiques complets, pourquoi le refaire là? De 2, la moitié des développements avec d'énormes guillemets que je viens de citer rentrent en contradiction avec le premier film, typiquement Jasper et Horace qu'on force comme étant sa famille alors qu'elle les traite comme des ploucs mal farcis dans l'original, ce qui est en plus une démarche totalement fanservice parce que pourquoi est-ce que tu peux pas lui inventer un personnage original comme famille de substitution? D'autant qu'elle ne peut pas apprendre à ne pas être une connasse égocentrique parce que, vous savez, elle doit avoir ce genre de dialogue plus tard. Prenez le croquis d'Anita et donnez-le-moi. Ça reste trop pour vous. Pas venu ici pour rien. Où sont les chiots? Allez vous planter quelque part jusqu'à ce qu'on vous sonne. Ils sont moches. Ils n'ont pas de tâche. Gardez-les, vos chiens. Tuez-les, si ça vous plaît. Noyez-les. Jasper, quel idiot. Imbécile. Vous n'êtes que des idiots. Espèce de crétin. D'abruti. Vous n'êtes que deux imbéciles. Vous êtes trop bonne, madame. Comme vous voudrez, le poison, une pierre au cou. Coup de bâton sur la tête. Vous avez du chloroforme. Étouffez-les, ça m'est égal. Mais tuez-les tout de suite, c'est un ordre. Vous avez entendu? S'asseoir. Je vais porter les chiens d'Anita. Oh, la ferme! Ouais,
Et puis j'avais oublié que Jasper et Horace aussi étaient si délicats et attentionnés dans leurs futures mésaventures. Si tu veux, je leur fends le crâne et toi tu les écorches. Oh, faisons le contraire, Jasper. C'est moi qui leur fends le crâne et toi tu les écorches. Et de 3, à la limite, ce serait pas grave si le film se passait dans une autre continuité, était un reboot ou etc., que ça se passait pas dans le même univers que le film de base. Or si. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que le film soit un préquel. Tous les clins d'œil. Il y a vraiment un chat qui s'appelle Clin d'œil dans le film en plus. Les mecs assument leur conneries jusqu'au bout, c'est terrible. Et même la structure même du film quand on y pense est là pour se canoniser avec le film original. Quitte en plus à rajouter des scènes et des sous-intrigues complètement inutiles en tsum-tsum entre deux scènes importantes. Et du coup le film essaye de redévelopper des éléments du film original en les prenant à contre-pied, voire en les trahissant. Jusque-là, pourquoi pas. Mais le problème c'est qu'à côté de ça, du coup il force à coups de clin d'œil putassier pour essayer d'être absolument canon. Mais vraiment putassier, hein, genre il y a vraiment un moment où Cruella fait un Béville. J'aime bien, c'est vendeur. Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil, double clin d'œil. Et donc, par là, le film assume être un préquel et donc les vraies origines du personnage que tout le monde aime. Et si vous en doutez encore et que vous essayez de me faire comprendre que ce n'est pas le cas, sachez que l'alternative est encore plus débile. On y reparlera plus tard. Et le pire là-dedans, c'est que j'ai pas cité la moitié des clins d'œil parce que t'en as des vraiment ultra forcés et débiles. Genre, il y a un troisième acolyte de Cruella qui est une sorte de styliste avec qui elle s'entend bien parce qu'ils ont la même vision de la mode, etc. Et ma main a coupé que c'est une référence à un personnage presque identique des 101 Dalmatiens 2. Acolyte qui en plus ne sert à rien, je veux dire encore s'ils avaient donné son propre arc de personnage ou que c'était lui qui mettait Cruella en garde contre le risque qu'elle devienne comme la grande méchante, j'aurais dit ok. Mais là, il est présent 3 scènes, limite en caméo, le gars. Et c'est pareil pour Roger et Anita. Alors, encore Anita, ils ont voulu respecter la ligne de dialogue du premier film qui disait que ces deux-là étaient camarades de classe et qu'elles se sont retrouvées plus tard, etc. Et ils ont essayé de jouer là-dessus en faisant une autre alliée de Cruella plus indirecte, en mode elle la manipule pour qu'elle fasse ce dont elle a besoin. Et à la fin, elle lui offre un dalmatien qu'elle a récupéré en récompense qui s'avérera être Perdita. Par contre, Roger... Alors, c'était l'avocat de la méchante baronne. Cruella l'a croisé 2 fois sans lui adresser la parole. Il se fait virer à l'arrache en plein milieu du film. Elle a toujours aucune relation avec lui après coup. Et à la fin, il reçoit un colis avec Pongo à l'intérieur alors qu'il était en train de chanter Cruelle Diablesse. Pourquoi lui? T'as un pouvoir de prescience qui t'a révélé que les deux vont se marier et fonder une famille avec 15 chiots que t'as déjà prévu de dépecer? Ou alors on nous montre juste ces deux-là recevoir leur chien et en frais elle en a offert à toute la ville? Je comprends pas. Connu un vrai génie. Enchanté, Cruella d'enfer. Je suis une richissime héritière. Votre passion pour mon œuvre. Mais merde! Quelle merde! Je suis une richissime... Bref, en fait, Cruella d'Enfer ou Cruella de Ville, c'est un surnom, ce qui ne change absolument rien au fait que les autres personnages et tout le reste du film l'appellent Cruella d'Enfer, et que la méchante baronne s'appelle littéralement Von Hellman, donc paye ta pseudo-crédibilité acquise avec le statut de live. Ils refont des scènes de l'original sans aucun contexte, comme par exemple la fameuse scène où Cruella roule comme une folle. Sauf que dans ce film-là, il n'y a aucune raison qu'elle le fasse vu qu'elle ne poursuit rien et qu'elle n'est poursuivie par personne. Bref, des références débiles et ineptes, en veux-tu, en voilà. Mais bon, vous allez me dire que ça va, c'est moi qui suis chiant de relever ça et que c'est pas si grave. Déjà si. Quand le fanservice débile et inepte gangrène le film, moi ça m'en fait sortir. Mais soit, parlons du film en lui-même. Et de ce point de vue-là, le film tient plutôt bien la route. Pour un Disney plus classique. Pas pour un film se prétendant aussi hors norme et devant traiter les origines d'un personnage machiavélique. Bon, déjà, parlons de mise en scène. Ce qui va m'amener aux quand même quelques qualités du film. Visuellement, le film claque plutôt bien et me prend même par les sentiments avec ses jeux d'ombre et de couleurs, je l'admets. Les costumes sont magnifiques, ce qui est quand même un plus pour un film sur la mode, et il y a quelques plans assez bien travaillés dans leur photographie. Par exemple, le chant contre chant durant le toast de Cruella et de la Baronne, qui transmet par le jeu d'asymétrie-symétrie et par l'éclairage
une rivalité dans ce qui caractérise la psychologie des personnages à ce moment de l'histoire. Ou encore, je pourrais citer quelques montages à la Brésil assez sympas. Le rythme est aussi plutôt bon, il n'y a aucune scène vraiment chiante, même celles qui sont inutiles sont assez courtes pour être ignorées, et ce rythme sert plutôt bien l'ambiance pour un film criminel à la Lupin, avec des montages alternés et souvent musicaux lors des braquages et des effractions. Les acteurs sont tous plutôt bons, si on exclut Emma Thompson, parce que je le maintiens, elle a vraiment dû être dirigée n'importe comment pour nous sortir cette interprétation de Sue Cruella au rabais. Et même la voix de Frédéric Tirmont, que j'adore absolument, n'arrive pas à sauver ça. Mais il reste que Joel Fry et Paul Walter Hauser s'en sortent plutôt bien et sont plutôt attachants, malgré du coup les limites de profondeur de leur texte. Et malgré le fait que je l'ai un peu taclé au début, Emma Stone est une excellente actrice qui sait jouer un personnage censé être méchant. Et ça se voit que contrairement à Angelina Jolie, elle en a quelque chose à foutre de son rôle. D'ailleurs, j'en profite pour glisser un mot sur Elisabeth Ventura, VF la plus récurrente de l'actrice, et qui mérite d'être saluée pour ce rôle tant elle arrive à rendre très convaincant les dialogues les plus débiles de la VO. Et accessoirement à rendre le ton cynique général plus supportable en y ajoutant une pointe d'ironie. J'adore quand une VF fait ça. Par contre, je trouve que le film a vraiment un problème au niveau des plans larges et des plans séquences qui sont jolis parce que les décors sont jolis et la ville de Londres est une très belle ville, mais la plupart du temps, ils ne racontent pas grand-chose, voire même sont plutôt forcés et handicapent un peu le rythme. En plus d'être entaché par, et là on va replonger à pieds joints dans les défauts, la voix off. Ok, donc apparemment ça n'a pas suffi sur ma vidéo sur Pompoko, donc je vais le répéter ici. Je le vois que la gamine est triste d'avoir perdu sa mère. Je le vois que t'es en colère que ton univers s'effondre. Et je le vois que t'es devenue méchante. Est-ce que tu peux fermer ta gueule et me laisser profiter de l'image, espèce de connasse de narratrice? Sans déconner, j'ai moi-même l'impression d'en faire des tonnes, mais je déteste absolument cette façon de raconter une histoire. Surtout quand la réalisation appuie déjà très bien ce que la voix par-dessus nous dit. C'est non seulement pré-mâcher le boulot au spectateur, mais en plus ça dessert complètement les scènes se voulant émotionnelles. Vous voudriez que dans la salle de cinéma, je me lève toutes les 3 secondes pour faire des remarques descriptives sur les scènes les plus importantes du film? Non. Et bah pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui décident de mettre ça au sein même de leur film? Ça me fait péter des câbles, c'est tout. Et on va rester dans les trucs les plus gonflants avec le montage, qui est atroce les 3/4 du temps. Parce qu'à part pour les plans séquences et quelques plans en zoom progressif, le film est surcuté à un niveau vomitif, sans déconner. Il y a des scènes qui essayent de se poser mais qui changent de plan toutes les 3 secondes. Ça fait mal à la tête, au bout d'un moment t'arrives plus à suivre parce que le film te demande de te concentrer pour comprendre ce qui se passe. En plus en mettant des informations dans ces images qu'il coupe au bout d'1 seconde et demie. Je sais pas ce qui s'est passé au montage, mais bordel, Disney, laissez vos films respirer. Alors certes, ça donne du rythme aux scènes d'action puisqu'elles sont plutôt bien filmées et plutôt bien pensées, mais tout le film ne se résume pas à ces scènes d'action. Et ça entache d'autant plus les scènes d'émotion, surtout sur le flashback du début. Et en fait, au bout d'un moment, tu fais même plus attention entre ça et la voix off et tout, et tu te contentes d'enchaîner le film péniblement à essayer de comprendre ce qui se passe sur chaque plan, sans jamais avoir le temps de t'en imprégner, d'apprécier le travail de photographie qui est pourtant excellent comme je l'ai dit. Et du coup tu te contentes d'enchaîner les éléments du film un à un en te disant ah cool la scène d'action, plutôt que d'être investi dans les éléments importants. Et les textes en surimpression ça sauve rien du tout, hein. Utiliser un vieil effet des années 90 pour essayer d'impressionner les gens en 2021, ça rend au contraire le film plus kitsch. Mais pas kitsch bien genre ouais le film il est dans les années 70 c'est trop kitsch, non kitsch genre kitsch. Et justement puisqu'on parle de kitsch, que vaut l'histoire? Ouch. Le scénar est d'une convenance absolue. Tous les plots sont prévisibles des jours à l'avance. La grande méchante jouée par Emma Thompson surjoue comme c'est pas permis, sans deck j'ai pas vu un méchant styliste aussi ridicule depuis Totally Spies le film. Il y a des clichés d'écriture qui devraient être illégaux aujourd'hui, surtout pour du Disney qui les a épuisés jusqu'à la moelle, comme le coup de la jeune rookie incomprise, mais qui est par hasard repérée par son futur mentor, qui voit en elle le potentiel que personne ne voit. Ou le twist autour de la méchante, qui rend le film plus manichéen que Star Wars vu la façon dont c'est traité. Je veux dire, le film essaye bien de jouer sur le contexte de libération culturelle des années 70 pour à la fois nous servir une playlist nostalgique et appuyer sa narration sur la libération de Cruella, mais
bah au final c'est le niveau 1 d'une histoire d'ascension sociale et de vengeance complètement manichéenne, une sorte de Scarface bisounours. Cruella veut se venger mais finit par contenir sa colère, elle dépasse les faux semblants du monde de la mode parce que c'est pas gentil d'être une pamèche, et au-delà de trahir l'original que t'es censé préqueliser, c'est un aveu d'échec quant à l'écriture d'un personnage un tant soit peu ambigu, ce qui est un peu problématique pour un film sur un antagoniste. En fait, vous savez quoi ? Les 101 Dalmatiens est plus nuancé et profond que ce film. Parce que l'histoire des 101 Dalmatiens transmet une morale avant tout pour les parents. Si vous regardez bien les héros du film, c'est pas les 99 chiots, non, c'est Pongo et Perdita. Deux parents qui sont prêts à tout pour protéger leurs petits, et ce malgré le fait qu'ils aient des difficultés à les gérer dues à leur nombre. Le film parle aux adultes en leur montrant combien il est important qu'ils soient présents pour leurs enfants, et ce dans un film qui n'a pourtant jamais prétendu à plus qu'un conflit manichéen avec quelques moments stressants. Et bon Dieu, quel moment! Et quand on passe de ça à un film où la plus grosse tension, que dis-je, le climax du film est résolu parce que l'héroïne cachait un deltaplane sous ses vêtements... Ouais... Cruella se prétend être un film anticonformiste qui amène ses personnages au paroxysme de leur rébellion, mais ce n'est en réalité qu'un film pour ados avec un storytelling très classique, entremêlé dans un scénario ultra basique. Et c'est pas péjoratif en soi, moi-même je ne prétends pas entièrement adulte, et j'aime beaucoup des films clairement orientés adolescents, avec des éléments adultes dans leur déroulé, mais qui sont au final pas si profonds que ça, surtout fun. Ce que je dénonce là, c'est bien ce film et ses ambitions initiales qui sont foirées, voire hypocrite avec son ton. Sans déconner, il y a vraiment des moments où on dirait une fanfic d'ado un peu edgy qui essaye de rendre Cruella cool en lui faisant avoir 20 ans et en lui faisant écouter du punk rock. C'est presque nanardesque même vu comment le ton des dialogues est poussé pour être cynique et rebelle à tout prix, ce qui fait que même les dialogues censés être un peu émotionnels sont gangrénés par un ton léger et second degré qui fait qu'on peut pas les prendre au sérieux. Et ça encore, c'est sans parler du traitement de la soi-disant schizophrénie du personnage principal, qui est traité littéralement comme la vision des maladies mentales d'un enfant de maternelle assumé par un adulte. Sans déconner, il y a des moments où c'est tellement caricatural dans le jeu qu'on dirait thème de Patrick Sébastien. Et du coup, oui, le sujet que je garde en réserve depuis le début s'en ressent totalement. C'est encore une fois un film sur un méchant qui fait de son méchant un gentil tragique. Et le plus triste là-dedans, c'est que finalement, quand on y réfléchit, c'est encore pire de tomber dans cet écueil avec Cruella qu'avec Maléfique. Parce que Maléfique, en tant que méchante d'Heroic Fantasy, manquait, il est vrai, de réelles motivations justifiables. Alors qu'il y avait le potentiel dans l'univers dépeint pour nous en exposer sans avoir besoin d'effacer sa malfaisance ou ses pouvoirs. Tandis que Cruella, elle ne marche plus du tout en tant que méchante si on part du postulat du film qu'elle est une héritière bâtarde abandonnée qui a réussi à monter sa propre famille et qui a obtenu son ascension sociale par elle-même. Et logiquement, si on suit le déroulé, elle ne doit plus avoir une once de malveillance en elle à ce stade. Elle a déjà réglé tous ses problèmes et n'a même pas l'air spécialement d'en avoir après les Dalmatiens. Et au-delà de ça, c'est le concept même du personnage qui ne fonctionne plus, parce que celle-ci obtient finalement ce qu'elle voulait en faisant preuve de ruse plutôt que de violence, en se montrant aimante envers ceux qui l'aiment et en accomplissant sa vengeance en rendant la justice, plutôt qu'en partant dans la vendetta personnelle. Ce qui est exactement l'opposé de ce qui faisait le personnage de Cruella à l'origine. Cruella est une méchante si marquante car en plus d'être violente et assez folle pour vouloir faire un génocide de chiots, elle est en décalage complet avec les autres personnages. Elle ne cherche pas une seconde à cacher son jeu de façon subtile ou à manipuler les gens de façon dissimulée en se donnant une bonne image. Elle s'attend à ce que tout lui soit accordé parce qu'elle se considère comme supérieure et ne s'en cache pas. Elle est tellement imbue d'elle-même, superficielle et ne ressent de réelle affection pour personne qu'elle en est cruelle dans quasi chacun de ses dialogues. Et donc par conséquent, dès lors qu'elle a la moindre contrariété, ce qui est fait pour mettre mal à l'aise les autres personnages du film. Et j'en ai déjà assez parlé, mais dans la mise en scène c'est exactement pareil. En plus de lui enlever son âge avancé et sa silhouette cadavérique qui faisait son contraste entre la beauté qu'elle veut se donner de par ses fourrures et ce qu'elle est réellement, on lui retire la symbolique de tous les éléments la caractérisant pour en faire des clins d'œil d'origin story inutiles et perdant le sens qu'ils ont à la base. Bien sûr que le personnage est stéréotypé autant dans sa caractérisation que dans sa mise en scène. Bien sûr qu'elle est une antagoniste unilatéralement méchante dans le film original. Et bien sûr qu'il est possible de lui donner une origin story qui n'en fait pas une méchante complète, on l'a bien vu avec Joker que c'est possible. Mais justement, ce n'est pas ce que ce film fait ou rectifie. Et en plus d'être bancal en tant que film en lui-même, il foire son concept et va probablement nous servir une suite à la con
à la Maléfique 2 où la méchante va avoir une rédemption totale et où la vraie méchante sera un autre méchant ultra stéréotypé et qui sera de l'entourage du personnage, ce qui n'a aucun sens, sans déconner. Si c'est le majordome, le méchant du 2, je vous jure, je pète un câble. Et vous savez quoi? Vous voulez faire vos préquels sur un gentil? Bah tant mieux, vous en avez à l'appel. Faites un préquel sur Marraine la Bonne Fée, sur Merlin, sur Mufasa, n'importe quel personnage est instauré dans l'univers dont on ne connaît pas le passé. Et vous voulez que ce soit un peu tragique, voire un peu edgy pour parler aux ados? Basile détective privé. En plus ça se vend bien Sherlock Holmes en ce moment. Mais arrêtez de prendre des méchants classiques si vous n'avez pas les couilles de les assumer en tant que ce qu'ils sont, des méchants. Parce que les méchants Disney sont parmi les éléments les plus mémorables de vos films. Ils apportent de la péripétie, ils apportent du danger, ils apportent parfois un ton sombre à des dessins animés pour enfants. C'est ça qui nous a marqué et qui fait que Disney est resté dans les mémoires. C'est méchant, en partie en tout cas. Et je suis tellement dégoûté de les voir se faire marcher dessus juste parce qu'ils sont populaires et que oh bah ils se vendent plutôt bien donc ce serait cool d'en faire des gentils pour pouvoir en faire des modèles pour enfants et en faire plein de spin-off. Et on en arrive à ce qui me désole le plus avec ce film, il est plutôt bien accueilli par la critique et par le public. Au point où certains arrivent à être fans du film et à dire que Disney a rectifié le tir en ce qui concerne ses remakes live. Alors que finalement, quand on y pense, le film n'est qu'un Maléfique bis moins incompétent techniquement. Et c'est pas juste parce qu'il y a des jolies images que le film s'en sort mieux. Et si ce film marche trop, Disney va se dire qu'ils sont en bonne voie, que c'est bon, il n'y a pas besoin de chercher plus loin pour faire des remakes, qu'ils n'ont pas besoin d'assumer leurs personnages jusqu'au bout, un peu comme les suites Disney de l'époque ou les séries Disney, où ils se gênaient pas finalement pour dénaturer les personnages et en faire totalement autre chose, quitte à foutre en l'air ce qu'ils sont à la base et ce pourquoi les gens les aiment, tout en faisant des films très bancaux en eux-mêmes, avec de jolies images parce qu'ils ont le budget pour et des bons réalisateurs qu'ils vont piocher un peu partout. Ce qui fera que finalement nous n'aurons plus que des divertissements assez bas de gamme où nous pourrons juste nous dire que c'est plutôt sympa à voir, sans nous apporter grand chose de plus comme a pu le faire Joker. Ça me rend un peu triste. Mais après tout, dénaturer un personnage dans un film tout juste moyen fonctionne, donc pourquoi chercher plus loin? Merci d'avoir regardé. C'était Griff. À la prochaine. Ciao. Je veux dire, sans déconner Disney, tu veux pas plus travailler tes futurs classiques plutôt que de nous faire chier avec ces remakes live que tout le monde aura oublié dans 3 mois sauf pour se foutre de leur gueule. Raya et le Dernier Dragon auraient mérité de durer une demi-heure de plus pour bien développer tout son potentiel. Mais non, faisons plutôt un préquel à un film qui a déjà eu un remake live.